Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et on poursuit cette émission avec Luc Wise, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de The Good Company, spécialiste de ce qu'on appelle le Good Advertising. Votre agence a bientôt 3 ans. C'est une agence créative responsable. Et quand on voit à quel point aujourd'hui cette thématique a de l'importance auprès de la communication des entreprises, à quel point elle challenge aussi le secteur de la pub, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir devancé la tendance ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y avait déjà des précurseurs. Il y avait pas mal d'agences, enfin pas mal d'agences. Il y avait certaines agences, et je vais citer quelques-uns, Pixelis, CDS, Utopie, Patte Blanche, l'agence Mieux, et j'en oublie, qui avaient déjà commencé à réfléchir à comment la communication pouvait être plus responsable. Peut-être que nous, on a été la première agence avec un cœur de métier vraiment publicitaire, pas communication en général, mais publicitaire, à s'intéresser au sujet, de créer une agence spécifiquement sur ce modèle-là. Après, il y a eu aussi du travail fait par des agences, même les grandes agences, Publicis et Havas aussi, pour ne pas les citer, qui avaient déjà travaillé pas mal sur leurs engagements RSE. Donc, précurseur, non. Accélérateur un petit peu. C'est vrai que... Mais ça nous fait plaisir. Quand on a créé l'agence, on s'était dit, entre nous, on l'a jamais dit comme ça, mais on s'est dit, si on peut créer un mouvement, si on peut donner des idées, si on peut propager le good au sein de la communication, bah, tant mieux. Tant mieux. Si on nous copie, c'est presque la meilleure forme à la fois de compliment, et puis de manière plus générale, si on pense collectivement, c'est important aussi que l'ensemble de notre secteur et l'ensemble des secteurs de l'économie adoptent des pratiques plus responsables. Donc, oui, je ne veux pas être arrogant. Parfois, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le planning stratégique de certains nombres d'agences ces dernières années. Mais bon, voilà, c'est fait exprès. Si on est open source, moi, mon objectif et notre objectif, c'est pas d'être lanceur d'alerte. Il y a des gens qui font ça très bien, mais peut-être être un peu lanceur d'idées quand même. Et si ça se propage, tant mieux. Justement, il serait peut-être temps qu'on définisse un peu ce que c'est que la com responsable ou le good advertising. Comment est-ce qu'on fait de la publicité responsable ? Parce que c'est toujours des mots, mais concrètement, ça se traduit comment ? Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de définitions possibles. Nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est deux choses. C'est à la fois la manière dont on va fabriquer la communication, et là on va parler d'éco-production, d'éco-conception, et aussi notre manière de travailler entre nous. Ça, on y reviendra avec nos différents engagements en tant qu'entreprise. Donc, il y a comment on fait les choses. Et puis, l'autre chose dans la responsabilité, c'est pas juste de la manière dont on crée la communication, mais aussi les sujets sur lesquels on décide de travailler. Si je caricature, c'est très bien de faire de l'éco-production, mais si on fait de l'éco-production pour une campagne qui fait la promotion massive des énergies fossiles, c'est un peu du greenwashing quand même. Donc c'est à la fois les choix des sujets, le choix des projets et la manière dont on va réaliser ces projets. Mais c'est vraiment les deux choses. Par exemple, The Good Company ne pourrait pas travailler pour un géant de l'énergie fossile ? Certainement pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit dans nos interviews. Je crois que quand on s'était rencontrés la dernière fois, que vous m'avez gentiment invité, on en avait parlé. Alors, on a une liste d'exclusion de certains secteurs pour lesquels on ne travaillera jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais a priori jamais. Et d'ailleurs, on l'a inscrit, cette liste, dans les missions et dans notre statut d'entreprise à mission. Et il y a cette liste d'exclusion inclut les énergies fossiles. Elle inclut également tout ce qui est défense et armement, le tabac, et aussi, par exemple, la pornographie. Je trouve que c'est un peu paradoxal de signer des chartes de déontologie concernant le respect de la personne, la dignité humaine, et par ailleurs faire des prix pour des acteurs du porno. De ma part, c'est pas un regard moralisateur sur les choses. Je peux comprendre que les gens aient envie de consommer des produits ou des contenus érotiques ou pornographiques. Pour moi, c'est plus une question de respect de la personne. Voilà, donc il y a un certain nombre de secteurs qu'on exclut. Et après, en réalité, on juge un peu au cas par cas parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont, comme la plupart des êtres humains, comme nous tous, qui sont ni parfaits ni complètement mauvais, mais qui essayent de faire au mieux. Et là, c'est un peu au cas par cas. On discute avec les annonceurs pour essayer de comprendre s'ils sont sincères, s'ils ont envie d'aller dans la bonne direction. Voilà. Vous parliez d'éco-conception, ça veut dire quoi, éco-concevoir une campagne ?
Alors, ça prend plein de dimensions en fonction du média qu'on va utiliser. Mais typiquement, si je prends l'exemple d'un tournage vidéo, d'ailleurs, aujourd'hui, on produit beaucoup de contenu vidéo. On pourrait même se poser la question de presque trop de contenu vidéo. Mais quand on produit un contenu vidéo, faire en sorte qu'on on le produit de la manière la plus responsable possible. Donc, typiquement, on a pris des engagements pour pas délocaliser la production de films télé en dehors de l'Europe. Donc, par exemple, même si c'est parfois plus pratique en termes de coûts, même si c'est plus pratique en termes de main-d'œuvre, même si c'est plus pratique aussi l'hiver, de ne pas aller tourner des films en Afrique du Sud ou en Argentine, parce que le bilan carbone est catastrophique. Donc la performance économique peut être bonne, mais la performance écologique de ces tournages n'est pas. Donc on essaye de tourner en France. Si on n'arrive pas à tourner en France, au moins l'Union européenne, la Belgique, qui a 1 heure de train. On a signé un partenariat avec Sequoia, donc une entreprise qui aide justement les annonceurs et les agences et les sociétés de production à baisser l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale des tournages. Donc ça, c'est un exemple très concret d'éco-production ou d'éco-conception. C'est aussi faire attention au papier qu'on va utiliser, aux encres qu'on va utiliser. Et sur l'ensemble de la chaîne, finalement, c'est de réduire les impacts. Vous l'avez mentionné, adopté le statut d'entreprise à mission. Pourquoi ce besoin? Parce que finalement, tout est dans votre nom. Quand on s'appelle The Good Company, le message est clair. C'est vrai, mais oui, le verbe était déjà performatif. En s'appelant The Good Company, on s'obligeait à faire certains choix et certains renoncements d'ailleurs. Non, mais ça nous a semblé important de continuer sur ce chemin-là. Et ce qui est formidable dans la loi Pacte, il y a eu du loi Pacte bashing ces derniers temps, et entreprise à mission bashing ces derniers temps, mais quand même, ce qui est intéressant dans la loi Pacte, et il faut lui donner sa chance, c'est une loi tout jeune, nouvelle, qui a 2 ans, donc elle commence à peine à marcher, comme les enfants de 2 ans, elle commence à peine à marcher et à parler. Mais ce qui est formidable, c'est que pour la première fois, on a un outil juridique qui prend en compte le fait qu'une entreprise n'a pas qu'une dimension lucrative, mais aussi une dimension environnementale et sociale. Et dès lors que cet outil existe, ça nous a semblé intéressant de s'inscrire dans cette démarche-là. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est contraignante. Elle est contraignante parce qu'on inscrit dans les statuts notre raison d'être, parce qu'on est audité par un organisme tiers extérieur, parce qu'il faut mettre en place un comité de mission qui va voir si les missions concrètes qu'on s'assigne sont réellement atteintes. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de sociétés, enfin tout le monde a des raisons d'être déclaratives, tout le monde a des chartes d'éthique. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme les promesses politiques, les chartes d'éthique n'engagent que ceux qui y croient. Alors que moi, ce que j'aime bien dans l'entreprise à mission, c'est que j'ai un peu l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Si on ne fait pas ce qu'on s'est engagé à faire, ça peut avoir des répercussions. Mais vous avez défini 18 missions, c'est pas un peu trop ambitieux quand même? Oui, peut-être, on verra si on arrive à les atteindre. Il y en a 18, en 5 catégories. Ce qui était important pour nous, c'était... Parce que souvent, ce qu'on reproche aux entreprises qui deviennent entreprises à mission, c'est qu'on peut avoir la tentation finalement de ranger ce qu'on a déjà fait, de prendre les engagements existants et les ranger. Or, ce qui est intéressant dans l'entreprise à mission, c'est que ça nous oblige à avancer, ça nous oblige à nous donner une feuille de route. Et donc, pourquoi il y en a 18 ? Parce ça nous a permis de ranger de manière un peu plus statutaire des engagements qu'on avait déjà pris depuis longtemps, par exemple notre contribution à 1% pour la planète, ou l'actionnariat salarié pour l'ensemble des personnes en CDI chez nous. Mais ça nous oblige aussi à fixer des nouveaux objectifs qui nous tiennent à cœur. Par exemple, d'être carbon neutral d'ici 2023. Ou, et ça c'est un qui me tient beaucoup à cœur, plafonner les écarts salariaux pour faire en sorte que l'écart salarial maximal qu'il puisse avoir dans l'entreprise est de 10. Ça peut paraître beaucoup, déjà 10, mais quand on considère que dans le CAC 40, la moyenne est au-dessus de 200, entre le PDG et les gens les moins bien payés, 10 c'est pas mal, et je trouve que si on prend un SMIC à 1 600 € brut environ mensuel, déjà gagner 16 000 € brut mensuel, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour bien vivre. Et je pense qu'à un moment donné, je suis très méritocratique.
Je crois beaucoup que les talents doivent être payés, mais à un moment donné, je trouve que le capitalisme, peut-être de ces 20-30 dernières années, a un peu exagéré sur la répartition de la richesse et que peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Mais alors, vous êtes entreprise à mission, vous adhérez à 1% pour la planète, vous êtes certifié B Corp. Est-ce qu'à un moment, ça ne fait pas empilement de labels? Alors, on est en voie de la certification B Corp, et tant mieux, parce que ça prend du temps pour avoir le label B Corp. On y travaille depuis un certain temps. Je lisais une interview ce matin d'une responsable de Mustela qui disait « ça prend un temps fou, tous ces labels ». Et tant mieux. Tant mieux que ça prenne du temps. Parce que les points sont très très précis. Enfin, B Corp, ouais. C'est très très précis. Et pour répondre à votre question, nous on prend, en fait, on n'est pas une multinationale, donc on n'a pas 15 personnes pour s'occuper des labels et des certifications chez nous. Donc la stratégie depuis le début, et ça a été vraiment d'aller chercher finalement les choses les plus exigeantes et les plus contraignantes. Donc pourquoi B Corp? Parce que c'est un peu la référence mondiale en termes de certification des entreprises, très exigeante. Pourquoi entreprise à mission? Parce que là aussi, c'est très exigeant, parce que ça s'inscrit dans la loi. C'est peut-être pas un hasard, même si on en a beaucoup parlé des entreprises à mission. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 300 entreprises à mission. Rapport à toutes les entreprises en France, 300, c'est une coupe dans l'océan. Comme vous le dites, ça n'a que 2 ans, donc on va voir ce que ça donne après. Oui, mais c'est pas un ras-de-marée. Ça a été un ras-de-marée médiatique, mais 300 en 2 ans, c'est très bien. Mais ça montre à quel point c'est contraignant. Et nous, notre stratégie, c'est d'en avoir moins des labels, mais des labels qui veulent vraiment dire quelque chose. Plutôt que des labels un peu Canada Dry, que tout le monde peut avoir en faisant un chèque, voilà. Je lisais que vous avez lancé Espérance, qui est une entité dédiée à l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi fallait une offre spécifique? Les acteurs de l'ESS ne sont pas des marques comme les autres? Ils ont besoin d'un accompagnement précis? Non. Enfin, ils sont des marques comme toute entreprise ou tout acteur ou toute institution est une marque. Après, dont on se rend compte, c'est qu'ils ont souvent des cultures d'entreprise très, très spécifiques, très fortes, souvent très collaboratives, très participatives, et donc leurs enjeux de communication sont souvent à la fois bien sûr communiqués vers l'externe, mais aussi comment est-ce qu'en tant que marque, on peut mobiliser l'ensemble des forces vives en interne pour qu'ils portent aussi la communication. Et c'est ça qui fait un peu la spécificité. C'est leur modèle souvent un peu démocratique. Si on pense aux mutuelles, aux coopératives, ce sont des démocraties vivantes, avec des valeurs très fortes de citoyenneté. Et donc, c'est comment est-ce qu'on mobilise finalement l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise pour faire une communication plus efficace, plus participative. Est-ce que toutes les marques ont vocation à faire de la communication responsable? Est-ce qu'elles peuvent toutes s'engager sur des valeurs, ou est-ce qu'il y en a, vous citiez vous-même des secteurs que vous avez exclus, mais est-ce que quand on vend, je ne sais pas moi, dire des couches culottes par exemple, on peut aussi s'engager à véhiculer des valeurs et à faire des choses? Ah oui, je pense que les couches culottes, typiquement, parce qu'il y a pas mal de couches culottes jetables. C'est peut-être pas le bon exemple. C'est difficile de trouver... Mais justement, c'est difficile de trouver des exemples qu'on exclut. D'ailleurs, c'est pour ça que notre liste d'exclusion n'est pas si longue que ça. Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les marques qui le peuvent doivent s'engager. Je pense que c'est même pas une question que de marketing et de communication, c'est aussi une question morale. Voilà, je pense que on l'a vu, le dernier rapport du GIEC ne fait que renforcer ce qu'on sait sur l'urgence climatique. Et les entreprises ont un rôle, et là, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est devenu une banalité, mais toutes les entreprises doivent prendre leurs responsabilités par rapport à cet état de fait. Donc, le vrai sujet, c'est oui, il faut que toutes les marques s'engagent. Après, la question, c'est dans quel domaine? C'est ça. Parce que la transition écologique, effectivement, ça semble acquis pour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde doit faire un effort. Mais la RSE, c'est très, très large. Ouais. Et jusqu'à quel point on s'engage et jusqu'à quel point on ne tombe pas dans la morale ou dans la politique? Oui, non, c'est vrai. Alors, plusieurs questions. Déjà, je pense qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire que de la même manière, dans les années 80, on se posait la question de sur quelle valeur je dois positionner ma marque d'automobile. Voilà, Peugeot, c'était plutôt le sport. Volvo, c'était plutôt la sécurité. Donc, on trouvait des positionnements différenciants en termes de valeur de marque. Aujourd'hui, on doit peut-être aussi réfléchir en tant que marque, c'est quoi, moi, mes combats?
c'est pas mes contributions prioritaires. Et c'est vrai qu'il y a presque une vingtaine d'objectifs de développement durable. Donc les marques, il y a du choix pour se différencier tout en apportant une contribution au développement durable. Donc déjà, s'engager, ça ne veut pas dire faire la même chose que les autres. C'est trouver son engagement, son axe d'engagement à soi. Ça, c'est le premier point. Après, sur l'autre point, qui est, voilà, comment... est-ce que l'entreprise doit être politique ou pas? Moi, mon sentiment, c'est qu'une entreprise a toujours eu une dimension politique. Alors, elle a voulu le nier pendant longtemps. Mais quand on délocalise des emplois, c'est aussi un acte éminemment politique. Elle a des répercussions, pas qu'économiques, mais aussi politiques. Et je pense que peut-être un des prismes de lecture, de défaut de ces 20-30 dernières années, c'est de considérer qu'une entreprise n'est que économique. Alors qu'une entreprise a aussi une dimension environnementale et sociale de facto. À la révolution industrielle, je prends un exemple très simple, Germinal. On a tous vu Germinal avec Renault. Et voilà. À la révolution industrielle, une entreprise minière, elle avait une responsabilité économique, mais elle avait aussi une responsabilité sociale envers les travailleurs, les mineurs, on a ces images de courant, et aussi une responsabilité environnementale, puisqu'elle polluait. Et quelque part, quand Milton Friedman, avec ce virage libéral au début des années 80, dit que la seule raison sociale d'une entreprise, c'est de faire du profit, finalement, c'est une sorte de révisionnisme économique qui est de nier qu'une entreprise a aussi une dimension environnementale et sociétale, et donc politique. Et pour autant, il ne faut pas nier la profitabilité, parce que sans cette profitabilité, il n'y a pas d'impact. Ah ben complètement. C'est pour ça que d'ailleurs notre motto à l'agence, c'est « Business for good is good for business ». Et je suis convaincu que, bien sûr, c'est seulement en montrant que les entreprises peuvent être rentables en étant responsables, c'est seulement en alliant le purpose et le profit qu'on va y arriver. Il faut lier les deux. Sinon, une entreprise qui est très responsable mais qui n'est pas rentable, elle va mourir. Et les personnes cyniques diront, vous voyez, la responsabilité ne marche pas. Après, où je suis assez confiant, c'est qu'il y a assez d'exemples dans le monde aujourd'hui d'entreprises qui arrivent à coupler les deux. Si je porte des Veja aujourd'hui, c'est pas spécialement que je trouve que Veja fait des sneakers plus performants ou plus beaux que Nike ou Adidas. C'est juste que j'adhère aux valeurs de Veja. Et donc, ils ont réussi à coupler responsabilité et rentabilité. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples et il faut prendre ces exemples-là, comprendre pourquoi ça marche et essayer à partir de ces exemples concrets, d'en faire des best practices et de généraliser le modèle. Merci beaucoup, Luc Wise. Je rappelle que vous êtes CEO de The Good Company. Merci d'avoir été avec nous. Merci.